Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e des prix de la saison consacré au Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou qui, comme une année sur deux, ne nous aura pas offert un très grand spectacle, mais pour autant, vous le savez, il y a beaucoup de choses à débriefer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même envie de dire un mot sur le faible nombre de dépassements qu'on a eu hier. J'ai pas compté mais c'était vraiment très peu, et en fait j'ai le sentiment que c'est fin 2022, on le sait, elles ont beaucoup perdu en aspiration, et du coup même sur une grande ligne droite comme ça avec le DRS, ça suffit pas pour doubler. Alors ça n'a pas été facilité par le fait qu'il y a des différences moteurs, et que les moteurs les plus rapides se sont retrouvés devant, bloquant les moteurs les plus lents derrière eux, mais c'est pas la première fois qu'on le voit cette année, c'est fin 2022, oui elles se suivent mieux, mais pour se doubler, faut que toutes les conditions, y compris de grippe, soient réunies, et c'est vraiment pas facile, un petit peu dommage. Bon allez, attaquons avec le désastre Ferrari, et quel dommage car tout avait très bien commencé, la voiture était bien équilibrée, Leclerc avait signé une fantastique pole, ça aurait même pu être un doublé sur la grille, en course il gagnait sur Red Bull dans le secteur 2 et résistait au DRS sur la longue ligne droite en ressortant super bien des derniers virages. Ils étaient totalement dans le coup pour la victoire, même si Leclerc s'est fait passer au premier virage. Puis ils ont tenté un coup stratégique en arrêtant Leclerc pendant la Virtual Safety Car, et c'était une bonne idée, ça leur a permis de repasser premier sur la piste une fois que les Red Bull s'étaient arrêtés. Certes, il aurait fallu amener les hards au bout, mais au moins tu tentais de faire quelque chose, et ça avait marché, tu avais gagné du temps en t'arrêtant au bon moment, et de toute façon, en restant en piste, t'étais à la merci d'un undercut de Max, et puis avec sa Red Bull plus rapide, il aurait potentiellement pu passer, donc là-dessus sur le coup stratégique, selon moi, c'est très bien joué de la part de Ferrari. Oui, mais quand c'est pas la stratégie qui le trahit, eh bien c'est la mécanique. Au 20e tour, son moteur est littéralement parti en fumée pour un deuxième abandon alors qu'il était en tête après l'Espagne et un nouveau gâchis après Monaco. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Leclerc avait encore une fois été excellent, son seul tort c'est d'avoir vu Pérez faire un meilleur départ que lui et le passer, mais à part ça c'était génial, il était encore une fois en superbe forme dans la lutte pour la victoire, il a signé 6 des 8 pôles, les 4 dernières, mais il n'arrive pas à gagner, soit comme à Miami la Red Bull est meilleure, soit son moteur, soit la stratégie le trahit, et ça commence à faire beaucoup, je ne sais pas s'il aurait gagné hier. J'ai plutôt tendance à penser qu'il aurait fait deuxième derrière Max, mais on va dire qu'il y a à minima 18 ou 15 points qui lui sont enlevés. Il y en avait eu 13 à Monaco à cause de la stratégie, il y en avait eu 25 à Barcelone à cause du turbo, ça fait déjà 56 points, auxquels il faut ajouter les points que Max a gagnés grâce à ça. On va dire 0 pour hier, mais il y en avait eu 3 à Monaco et 7 à Barcelone. Ça fait un delta qu'on chiffre à 66 points au total en 3 Grands Prix, alors que Leclerc a été absolument parfait. Voilà, il a 34 points de retard, il devrait en avoir 30 d'avance. Évidemment, ça ne marche pas comme ça, mais voilà la réalité de ses performances. Il pourrait aussi prendre 10 places de pénalité au Canada si son turbo a lâché dans la fumée du jour. Cette poisse, ce retard comptable inexplicable et cette voiture qui semble toujours avoir un léger temps de retard sur la Red Bull, tout ça donne le sentiment qu'en quelques courses, la saison vient potentiellement de lui glisser des mains. Évidemment, ce n'est pas mort, faudrait être complètement fou pour l'affirmer dès aujourd'hui, mais pour reprendre le contrôle, va falloir non seulement répéter ses énormes performances, ne pas se décourager, ne pas s'impatienter, et puis il va falloir quand même quelques miracles qui tombent dans le bon sens. Contrairement à son ou ses concurrents, il n'a plus la fiabilité et il ne semble pas avoir la voiture et l'équipe parfaite. Attention, c'est un beau regret, on va le dire. Le problème pour Ferrari, c'est que l'autre voiture aussi a abandonné, sur problème hydraulique cette fois, mais ça fait un 0 pointé qui les place à 80 longueurs de Red Bull le constructeur. Et puis, on peut aussi dire qu'il y a 2 autres moteurs rouges qui ont lâché lors de cette course, une vraie inquiétude s'installe. C'est quasiment impossible de jouer le titre avec ça, surtout que selon moi, la différence en termes de capacité et d'approche est toujours visible avec le monstre surentraîné et parfait qu'est Red Bull. Clairement, la Scuderia Ferrari a pris un triple coup sur la tête ce dimanche, encore une fois. Ce n'est pas encore fatal, mais il ne faudrait pas que le coma se prolonge plus longtemps, sinon là pour le coup, ça commencera à être trop tard. Pour terminer sur le clan rouge, un mot de Sainz qui m'a beaucoup déçu ce week-end, après peut-être son meilleur week-end de la saison à Monaco.
Ben voilà, d'abord en qualif, il a raté son deuxième tour de Q3, qui est le plus important, et il le rate quasiment à chaque fois. Résultat, il a une voiture pour jouer la pole, bah il est quatrième. Il aurait dû avoir, selon moi, une première ligne 100% Ferrari. Ça fait 8-0 en qualif face à Leclerc. Voilà, c'est ça le très haut niveau. Sainz n'y est pas encore. Et puis en course, il a tout simplement prouvé qu'il était le moins bon des 4 hommes de tête. Il perdait une demi-seconde par tour sur le trio de leaders. Ce n'est clairement pas assez. Alors oui, c'est malheureux qu'il ait dû abandonner, et surtout aussitôt, mais au final, on avait déjà vu ce qu'il valait, et il aurait tout simplement terminé derrière les 3 autres. Autant parfois il y avait de la malchance ou des petites erreurs qui venaient ternir le tout, et c'était intéressant, autant là, il y avait juste un problème de niveau et de rythme, ça ne va pas. En revanche, du côté de Red Bull, pas d'inquiétude, c'est même plutôt tout l'inverse, ils sont absolument irrésistibles en ce moment, ça en devient même flippant, tout se passe à merveille dans leur clan. Pour le 5e week-end consécutif, ils prennent le plus de points de toute la grille, et là ils ont même pris le maximum, un doublé plus le meilleur tour, 44 points, merci, au revoir. Alors ce nouveau doublé est certes facilité par l'abandon de Leclerc, je serais curieux de savoir ce qui se serait passé, mais en tout cas je pense qu'ils auraient pu l'avoir à la régulière et qu'au pire c'était déjà un double podium. Surtout ce qui m'impressionne c'est leur machine, elle est aiguisée, elle est perçante sur la ligne droite et elle est capable de s'en sortir sur les portions plus lentes. Tout marche à merveille, un superbe duo également. Et puis, quel comeback par rapport à l'Australie où Ferrari s'était montré bien supérieur et où Max avait abandonné. On se rappelle qu'il y avait pas mal de pessimisme à l'époque, et bien depuis, aucun abandon mécanique. Ils ont pris tous les podiums possibles sauf celui de Perez à Miami. 223 points inscrits contre 95, 5 victoires consécutives, Max qui survole tout. Non, concrètement, ils sont absolument fantastiques, ils ne laissent que les miettes aux autres et je n'ai que de l'admiration pour ces magnifiques individualités. Horner, Verstappen, Perez, Newey, les ingénieurs, les stratégistes, etc. qui ensemble forment un collectif absolument redoutable et qui, il faut le dire, après 8 manches, a pris un clair avantage dans les 2 championnats. Immense, bravo. Là-dedans, j'ai encore une fois trouvé Verstappen loin d'être complètement époustouflant. Il est battu par Checo en qualif, il n'arrive pas à passer Leclerc sur le premier relais, il ne paraît pas complètement dominateur. Oui, mais finalement, un peu comme à Barcelone, eh bien, peu importe ce qui se passe, à la fin, c'est lui qui gagne. C'est évidemment de l'excellent travail. Au milieu de la course, il nous sort un gros relais et une superbe gestion des gommes, et à partir de là, eh bien, c'est terminé, la course lui appartient, même si encore une fois, son seul rival était hors jeu. Max est impressionnant sans avoir besoin de l'être. C'est peut-être ça le plus flippant. Personnellement, il me laisse complètement bouche bée, c'est à se demander s'il peut vraiment être battu. En plus, et je pense que c'est amplifié par le fait qu'il soit déjà champion, on le sent complètement serein, libéré, sûr de sa force, il n'y a rien qui le perturbe. Il sait qu'il aura son moment décisif en course, il sait que son équipe elle est absolument incroyable, il est sûr de sa voiture, et quand vient l'instant important en course, il frappe, et c'est toujours en plein cœur de la cible. C'est la marque des grands, des très très grands. Hier, c'était déjà sa 25e victoire en Formule 1, autant que Lauda, autant que Clark. Il est favori pour un 2e titre. Attention, la carrière d'un monstre sacré est en train de s'écrire sous nos yeux. Quant à Perez, il a encore fait un excellent travail ce week-end sur la lancée de Monaco. Il y a même des moments où on l'a senti dans la peau du leader, en essai, en qualif, au départ, il a pris la tête, il semblait voler vers la victoire. Voilà, clairement ça c'est tout nouveau, et pour un numéro 2 Red Bull, bah c'est absolument sensationnel. Bon par contre, on l'a vu en course, et je le redis, il n'y a absolument pas match avec Verstappen, il n'y a même pas le début d'une discussion, où peut-être que Perez pourrait contester Max en interne, non, jamais de la vie. Ok, il a été très fort, ok, il l'a battu à Monaco, mais c'était circonstanciel. La qualif, le drapeau rouge, la pluie, la stratégie, le fait qu'on puisse pas doubler, Sainz entre les deux, voilà. Là on l'a vu, sur un vrai circuit où on peut doubler, il n'y a pas photo. Il n'est pas encore au niveau des 2 cadors de ce championnat, même si son travail reste absolument fabuleux.
Pour moi, il n'est donc pas un candidat au titre. Je le répète, certains peuvent le penser, pour moi, ce n'est pas le cas. Déjà parce qu'il y a un écart qui existe au niveau comptable, 21 points de retard avec un abandon en moins. Il y a un écart qui existe au niveau du statut, que ce soit en interne chez Red Bull ou en externe dans le monde de la Formule 1. Et puis, on l'a vu, il y a un écart de performance sur la piste qui fait que Checo ne peut pas battre Verstappen à la régulière sur un circuit hors que Monaco. Voilà, c'est pas possible. Bravo Checo, le travail est absolument excellent, c'est fabuleux, c'est au-delà de mes espérances, il mérite tous les louanges évidemment, mais il n'est pas au cran de Max et on peut même pas le lui reprocher. Au passage, pour clôturer là-dessus, non, il n'y a pas eu de consigne d'équipe chez Red Bull. Checo a perdu énormément en performance d'un coup. Max a chopé le DRS, l'a doublé. On a juste dit aux Mexicains de ne pas se battre, ce qui est absolument logique vu la situation des deux voitures, du Grand Prix, de l'écurie, du classement. Voilà, pour moi, il n'y a absolument pas de débat sur cette question. C'est logique de dire no fighting. Et quand on voit au final la performance des deux, la piste a juste donné le résultat que les deux pilotes méritaient. Derrière, j'ai le sentiment de me répéter, mais il faut qu'on parle une nouvelle fois de l'excellent travail de George Russell, qui a encore été parfait. Évidemment, 8ème top 5 en 8 courses, 7ème fois consécutive qu'il termine devant Hamilton et qu'il est même meilleur qu'Hamilton sur l'ensemble du week-end. Voilà, il n'y a absolument rien à dire, je pourrais même faire un copier-coller de ce que j'ai dit dans les 7 premières vidéos. Nouvelle victoire sur Hamilton en qualif, nouveau départ sans embûche, nouveau premier relais qui offre l'écart parfait pour s'arrêter et ressortir devant les autres. Ensuite, il déroule, encore un top 5 et l'abandon des Ferrari offre son 3e podium de l'année. C'est juste bluffant et mérité. En fait, il se met toujours dans les bonnes conditions. Il trouve comment faire marcher cette Mercedes qui est bourrée de défauts quasiment au maximum. Il souffre moins de marsouinage, il est moins embêté par plein de petits trucs. Et au final, ça lui donne les 2-3 dixièmes qui font qu'il part parfaitement placé pour le dimanche. Et du coup, il évite les embûches, ce qui n'est pas le cas d'Hamilton. Le Britannique a fait un bon, voire très bon week-end. Oui mais voilà, 2 dixièmes derrière en qualif, et du coup Gasly s'intercale. En course, tu ne peux pas passer, du coup tu bouchonnes. Lors du double arrêt, tu perds du temps, Vettel passe, Ocon fait bouchon parce qu'il a un meilleur moteur, et ainsi de suite. Et au final, t'es ric-rac pour récupérer la 4ème place à Gasly au quasiment dernier moment. Et par contre, Russell, lui, est largement devant. Dans le fond, Lewis a presque la même performance que George ce week-end, mais le petit truc qui lui manque fait qu'il est mal placé et que du coup son Grand Prix est une succession d'épreuves que Russell n'a pas à affronter parce que lui est suffisamment bon pour ne pas se retrouver dans cette situation. Bon, par contre, Hamilton, il a fini le Grand Prix complètement cassé en miettes et on peut clairement le comprendre parce que le marsouinage était affreusement violent dans sa voiture. Sincèrement, c'est en train de devenir un sujet sérieux. Tout le monde, à part Alonso visiblement, se plaint du phénomène et des questions se posent sur la sécurité. Ce marsouinage pourrait nous causer de gros accidents, même si après 8 courses ce n'est toujours pas arrivé, mais surtout la question c'est quid de la santé des pilotes. Avoir autant de rebonds comme ça, au niveau de la tête et du dos, ce n'est pas bon. Je prendrai l'exemple de la NFL où on a mis des années avant de se rendre compte que certains joueurs finissaient avec des soucis mentaux ou physiques à la fin de leur carrière à cause des multiples chocs. On pourrait être dans ce cas-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution parce qu'on parle d'un phénomène physique et que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Du coup, pour l'instant, tout le monde se renvoie un peu la balle. Les équipes qui marsouinent demandent à la F1 d'enlever le marsouinage, mais pour autant, elles ne remontent pas à la hauteur de leur caisse, ce qui pourrait leur permettre de l'éliminer et donc de préserver la santé de leurs pilotes. Là-dessus, Horner a un peu raison, même si, évidemment, il met clairement les pieds dans le plat. Les équipes qui n'ont pas de marsouinage, elles s'en lavent les mains, mais c'est pas très responsable parce qu'on parle de la santé du sport en entier. Et la FIA, si elle prend telle ou telle décision, elle favorise telle ou telle équipe, donc c'est très difficile. Je pense quand même qu'on en est au point où il faudrait lancer une sorte de grande enquête sur le marsouinage. Pourquoi, comment, quels effets, quelles conséquences. Et ensuite, on se pose autour d'une table pour décider de ce que ça fait et de ce qu'il faudrait faire. De mon siège, c'est très dur de dire ce qu'il faudrait faire, mais je pense clairement que ce week-end marque un tournant. À partir de maintenant, on ne peut plus laisser de côté la question du marsouinage. Voilà, faut s'en occuper et le sujet va se développer au fur et à mesure des semaines. Dans le midfield à présent, on a assisté à un demi-bon coup d'AlphaTauri qui, sur un nouveau circuit urbain, avait une nouvelle fois du rythme et cette fois-ci a réussi à le montrer.
Pierre Gasly retrouve le sourire en signant sa meilleure qualif et son meilleur résultat de la saison après un week-end de parfait sans embûches. Et Tsunoda avait aussi fait une superbe performance, seulement 2 dixièmes derrière le samedi et aisément dans le top 10 le dimanche. Il avait de gros points en perspective. Sauf que 2 détails ont gâché la fête. D'abord la deuxième Virtual Safety Car qui a piégé Gasly. Non seulement car il n'avait plus de train de hard à chausser, et on sait que remettre des médiums n'aurait peut-être pas été la bonne idée, et puis comme il était le premier du train, s'arrêter c'était peut-être perdre la track position devant des pilotes comme Vettel ou Alonso, et ne pas être sûr de pouvoir repasser après. Donc mine de rien, il était coincé, je pense qu'il a bien fait de rester en piste, mais ça lui a coûté 2 points sur Hamilton. Et le deuxième détail, c'est l'aileron arrière de Tsunoda qui s'est complètement déchiré. Dans ce genre de cas, c'est drapeau noir et blanc, obligation de rentrer au stand pour réparer car ça pose un problème de sécurité. Et du coup, on lui met du scotch, ne vous moquez pas, c'est une technique qui marche, il n'y avait que ça à faire de toute façon. Mais le problème, c'est que ça a complètement détruit la course de Yuki. Il aurait certainement fini, je pense, peut-être 6, 7ème, un truc comme ça, donc à 6-8 points qui se sont envolés dans l'opération. Au classement, du coup, c'est pas la panacée, mais AlphaTauri se sort un petit peu du fond de grille et va commencer à talonner une Alfa Romeo pour qui, comme à Monaco, rien n'a marché ce week-end. Alors est-ce que c'est dû au circuit urbain ou à une performance qui commence à reculer ? Dur à dire, en tout cas, il n'y avait pas assez pour espérer quoi que ce soit. Et peut-être que Guan Yu Zhou, qui, on y viendra, a fait une bonne course, aurait pu espérer quelque chose, mais en tout cas Bottas lui n'était pas là, tour de Q2 raté, Grand Prix vraiment en retrait, bon, un week-end sans, à espérer que ce ne soit pas désormais la norme pour l'écurie de Fred Vasseur. Et si on a une bataille AlphaTauri, Alfa Romeo pour la 6ème place du constructeur qui semble se dessiner, on a Alpine qui est redevenu 5ème et qui va tenter d'aller talonner McLaren pour la 4ème place. Côté français, il y a un petit goût de déception car il semblait avoir pas mal de performances en début de week-end, surtout dans cette ligne droite, mais finalement en déchargeant beaucoup la voiture, c'était dur en termes de rythme et ça n'a pas vraiment payé niveau dépassement. Il y a eu quand même 7 points, mais on peut dire merci aux abandons et au final au fait qu'il y ait eu des Virtual Safety Car qui a un petit peu sauvé la stratégie à la fois d'Alonso et d'Ocon également. Du côté de l'Espagnol, vraiment il a été performant tout le week-end, il a mené sa barque très très bien. Ocon plus en retrait, mais comme d'hab avec Ocon, il n'y a au moins pas de crash, il y a l'assurance tout risque d'un certain niveau plancher, et au final c'est pile poil pour aller accrocher le dernier point disponible. Côté McLaren maintenant, j'ai le sentiment que la performance était vraiment pas au rendez-vous ce week-end, mais qu'ils ont su aller chercher les résultats. D'abord, en qualif, ils font un tour de plus en Q2, ça permet à Ricciardo de se placer devant Ocon, et ça aura une importance capitale dans le Grand Prix. Ça aurait pu permettre aussi à Norris de passer en Q3 s'il ne s'était pas raté, donc déjà, ça c'est bien. Et puis en course, certes, il a fallu, je crois, 4 pilotes, voire même 5, qui ont abandonné devant eux pour arracher les 8e et 9e places, mais voilà, ils ont bien géré, et encore une fois, malgré les difficultés, ils sont là. Ça explique pourquoi, malgré un début de saison vraiment morose, ils sont largement 4e du classement. Ricciardo est soudainement revenu au niveau de Norris, les deux ont vraiment joué dans la même course au week-end. Alors peut-être que l'Australien était un poil derrière, mais c'était assez pour jouer avec lui et terminer devant à la faveur d'une Virtual Safety Car tombée au bon moment. En tout cas, c'est très bien, ça fait plaisir pour l'Australien. Ça nous a offert quelques radios un peu chaudes et un peu d'excitation en fin de course, mais finalement rien. C'est logique, les deux voulaient tenter d'avoir leur chance par rapport à Alonso qui était devant. Bon, au final, il n'en est rien. Attention quand même, on sait que c'est pas les meilleurs copains du monde. Je trouve que Lando, il a parfois un caractère assez mauvais joueur. Je suis pas fan de certains de ses comportements. Bon, là, rien à dire sur ce week-end, de toute façon, 8-9, ça change rien. Mais à surveiller, ça fait 6 points pour McLaren, 7 pour Alpine. La lutte pour la 4e place est engagée. Pour compléter le top 10, il faut qu'on parle de Sébastien Vettel qui, comme à Monaco, a été absolument magnifique. Il amène son Aston en Q3, il en fait une voiture candidate au point sans la moindre contestation. Là, il y avait même plus que ça, puisqu'il y a 8 points à l'arrivée, une sacrée performance. Bravo! Est-ce que c'est l'Aston 2.0 qui marche mieux? Est-ce que c'est le Sébastien Vettel 2.0 qui s'est mis à jour? Est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que c'est dû au circuit? Dur de trouver la réponse là-dedans. En attendant, je suis forcé de constater que c'était un superbe week-end de sa part. Et ça aurait même pu être encore mieux sans le rater face à Ocon. Quand il a tenté de le doubler, il a perdu la track position sur Hamilton à ce moment-là.
Il y avait peut-être la P4, la P5 à aller chercher sans ça. Mais bon, voilà, quand même très très bien. Et en plus, il a pas mis beaucoup de temps à se sortir de l'échappatoire. Donc voilà, concrètement, Seb, ça va beaucoup mieux. Il permet à Aston Martin de ne plus être avant-dernière du classement. On y viendra, c'est très bien. Grâce à lui, ils peuvent espérer des points, peut-être tous les week-ends. Chapeau Seb. Allez, pour terminer, j'ai envie de discerner 3 trios dans les autres pilotes qu'on n'a pas encore cités. Le premier, c'est un trio de crève-cœur avec Guan Yu Zhou, Yuki Tsunoda et Kevin Magnussen qui faisaient de bons, voire très bons week-ends et qui allaient marquer des points avant que des abandons mécaniques ne les interrompent. On a d'abord Zhou qui avait sûrement fait son meilleur week-end en Formule 1, il avait devancé Bottas en qualif et il était devant lui en course, il l'avait même doublé. Voilà. Il était très en forme, au moment où il abandonne, il était en course pour marquer des points. Voilà. C'est frustrant, il a beaucoup de problèmes mécaniques cette année, je vais simplement noter que j'ai vu une bonne progression ce week-end, à confirmer évidemment sur la durée. Magnussen, lui, avait fait une qualif un petit peu moins brillante peut-être, mais c'était devant son coéquipier assez largement, et en course, pareil, il tirait son épingle du jeu, et comme Zhou, il était en route pour des points, dommage. L'autre trio, c'est celui des 3 plus mauvais élèves de la saison qui clairement se dessine. On a dedans Nicolas Latifi, auquel il faut reconnaître que la pénalité de Stop and Go n'est pas de sa faute, c'est un mécano qui a touché trop tard à sa voiture, donc ne lui tombons pas dessus pour ça, parce qu'il n'y est pour rien. Par contre, je n'oublie pas les 7 dixièmes qu'il a mangé par rapport à Albon en qualif, je n'oublie pas qu'il n'a pas respecté les drapeaux bleus, il n'en a pas respecté 12 par rapport à Gasly à un moment donné, je vous assure, 12 drapeaux bleus, il a dit que c'était pour donner le DRS à Gasly face à Hamilton, n'importe quoi. Et puis, j'ai comparé les temps au tour par rapport à Albon sur le site F1 Tempo, je vous les affiche, c'est une véritable claque. Schumacher lui aussi est dans ce trio, alors lui n'est pas aidé par la fuite en FP1, pas aidé par le fait que Haas l'ait fait sortir trop tard en fin de Q1, mais en même temps fallait signer un meilleur temps dès le début, pas aidé par le fait qu'il n'est qu'un demi-rookie, etc., certes, malheureusement, bah voilà, il n'a pas existé durant toute la course, il est parti dernier, on est obligé de reconnaître, encore une fois, que ce n'est pas au niveau. Et enfin, le troisième larron, eh bien c'est Lance Stroll qui pour moi mérite clairement sa place dans les 3 plus mauvais du début de saison. Ce week-end, il y a un premier crash en qualif, puis un deuxième qui vaut un drapeau rouge, bravo comme l'an dernier, et le dimanche, il n'existe absolument pas, alors que Sébastien Vettel est dans le top 6 à l'arrivée. Voilà, concrètement, le travail n'est absolument pas fait, c'est même plutôt catastrophique. En qualification, seuls les Williams font pire que lui à chaque fois, ces chiffres sont désastreux. En course, il ne marque pas de points, il y a 13-2 par rapport à Vettel. Clairement, ça ne va pas, alors que c'est sa 6e saison. Si ça continue, on aura l'occasion de lui consacrer une vidéo entière, parce qu'attention, il arrive peut-être à la limite de son crédit en Formule 1. Et pour terminer, un petit coucou à Alexander Albon, qui est le pilote le plus difficile à juger de la saison, car il a la pire voiture et le pire coéquipier, donc il a absolument aucun point de comparaison. Il lui met 7 dixièmes en qualif, très bien. En course, bah, il est largement devant, ok, mais est-ce que c'est bien, moyen, excellent, très bon? Je ne sais pas. Il n'y a pas de référentiel, donc bah, Alex, bonne chance. Et essaye de faire des exploits, mais bonne chance. Allez, on passe au classement. Max Verstappen a désormais 21 points d'avance sur Checo, qui prend la 2e place, et 34 sur Leclerc. Russell conforte sa P4 et est désormais à seulement 17 points de Leclerc, c'est complètement fou. D'ailleurs Leclerc, il est plus proche de Russell que des pilotes Red Bull, ça fout clairement les boules. Gasly lui, il entre dans le top 10 à égalité avec Fernando Alonso, et derrière c'est très serré puisqu'on a Magnussen et Ricciardo à 15 points, Vettel à 13 et Tsunoda à 11, ça nous promet sûrement une belle bataille, même si on imagine à la régulière un Alonso peut-être réussir à se rapprocher des meilleurs pilotes du midfield. Au constructeur, ça fait 80 points d'avance pour Red Bull. Évidemment, ce n'est pas joué, mais vu comment ça se passe actuellement, vu la forme de Perez, vu la forme de Sainz, bah, clairement, ils y vont tout droit. Mercedes, elle est toujours dans son no man's land en P3, même s'il se rapproche de Ferrari. En points, mais pas en termes de performance, clairement pas. On l'a dit ensuite, lutte McLaren Alpine, lutte AlphaTauri Alfa Romeo, et on a Aston qui a égalisé le nombre de points de Haas. Finalement, Haas n'arrive plus du tout à scorer, et leur embellie 2022, bah, en fait c'était 2 courses et bah, plus rien derrière. Attention, va falloir relever la barre,
Et on a un Williams pour qui la P10 est sûrement déjà actée au bout de 8 courses. Quelle immense déception, quel immense raté. Alors concernant les classements et même les notes que vous allez voir après, on aura l'occasion après le Canada de faire un point plus complet dessus pour vraiment marquer les tendances comme j'aime bien le faire, on l'avait fait en début de saison. Les notes justement, les voici, elles sont subjectives par essence, elles sont coopératives car vous m'aidez à les ajuster et elles sont surtout représentatives. L'objectif c'est d'avoir une idée du niveau de performance des pilotes week-end après week-end pour obtenir une moyenne générale qui sera un bon indicateur de leur niveau sur l'ensemble de la saison et qui permet de corriger les défauts des points. Par exemple, Leclerc a marqué 0 points aujourd'hui, mais il ne mérite pas 0 en note. Donc au final, les deux s'équilibrent. Bref, vous connaissez, je vous les affiche, je vais pas les détailler une par une car ça reprend tout ce que j'ai dit. Simplement sur Sainz, ok, il a abandonné donc c'est un peu dur, mais en fait, on savait déjà ce qu'il valait en termes de performance, donc je laisserai mon 13. J'ai aussi eu envie de récompenser Guan Yu Zhou. Voilà, certes il n'a pas été au bout, donc on sait pas vraiment, mais ça remonte sa moyenne et il le mérite. Posez vos questions si vous en avez. Au constructeur, Ferrari prend logiquement cher, AlphaTauri est plébiscité, mais c'est pas la folie non plus parce qu'il y a des détails qui gâchent la fête, et le reste suit mon descriptif. Vous avez aussi les moyennes générales qui sont dans la description, mais je les mets pas encore à l'écran et je ne les commande pas, car ça, j'y viendrai après le Grand Prix du Canada, comme je viens de vous le dire. Bien, c'est ainsi que va se terminer ce 8e des prix de la saison. S'il vous a plu, pensez au like, au partage et à l'abonnement, comme d'habitude. J'espère que mon rhume ne vous aura pas trop embêté. Moi, c'était l'horreur pour tourner. J'espère que ça se voit pas trop. Voilà, je vous attends évidemment dans l'espace commentaire pour qu'on discute de tout ça. Allez, on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle sa célèbre phrase « Pour terminer la course, il nous faut une voiture qui termine la course ». À bientôt.